Mutualisation, coopération, organisation en collectif. Quel modèle pour les organisations culturelles? Face à la crise du secteur culturel et créatif, on appelle depuis plusieurs années les professionnels à mutualiser, coopérer, partager, troquer, échanger. D'autres entrepreneurs y voient une façon alternative d'entreprendre et de s'organiser en lien avec leurs valeurs. Mais comment s'y prendre? Quelles en sont les difficultés? Georges Crump, Rachel Billet de la Machinerie des Arts, Noémie Da Silva et Geneviève Turcotte de l'imprimerie Centre d'Artistes sont invités par Géraldine Dallaire du pôle Entrepreneuriat culturel et créatif à discuter des différents types de collaboration en s'appuyant sur des exemples québécois concrets. Quels enjeux pour chaque type de relation et comment vivre un couple d'organisation de façon épanouie? Bonjour, en cet après-midi de fin de chromatique, on est très heureux d'être avec vous pour parler justement de mutualisation, coopération, collaboration. Alors avant de commencer, un petit exercice qui m'intéresse. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler de ce terme mutualisation ? Combien d'entre vous ont une idée de quoi mettre derrière ce terme-là ? Pas mal. Mieux qu'il y a 1 ou 2 ans où c'est vrai que c'était des termes qui n'étaient pas forcément très employés. Tout d'abord, merci à notre panel d'être là. L'objectif de cette conférence, c'est à la fois donner quelques éléments sur qu'est-ce qu'on entend finalement par mutualisation, parce que si certains d'entre vous sont familiers déjà avec le terme, très souvent on ne le connaît pas. Et puis c'est un petit peu en continuité avec la conférence qu'il y a eu hier matin notamment, où on parlait justement de créativité artistique, mais s'était posé la question de finalement sommes-nous créatifs au niveau des modèles d'organisation. Et je suis très convaincue que cette notion de mutualisation est une façon aussi de repenser les modèles d'organisation et de trouver justement des façons créatives de développer des modèles organisationnels. Donc l'objectif, c'est de vous donner un certain nombre de clés et puis de vous donner aussi des exemples de mutualisation. Donc on a aujourd'hui avec nous notamment Rachel Billet de la machinerie. Donc ça, tu nous présenteras comment est-ce que ça s'est passé au niveau de la machinerie sur les enjeux de mutualisation. Et puis de l'imprimerie, nous avons donc Noémie Da Silva et Geneviève Turcotte. Donc là, c'est un autre modèle aussi que vous nous présenterez avec l'imprimerie. Et puis Georges Crump qui lui a expérimenté en fait la mutualisation à la fois de l'intérieur en développant un projet de mutualisation lui-même et puis de l'extérieur en faisant de l'accompagnement sur ces enjeux-là. Alors tout d'abord, c'était bon. Donc je vais commencer par mettre un petit peu la table. On est bon. Désolée. Je vais commencer par mettre la table sur ces enjeux-là et puis on vous a réservé aussi on va essayer de se tenir à une bonne vingtaine de minutes de questions pour que vous puissiez justement tirer le maximum possible de cette conférence et puis de nos intervenants. Donc pour commencer, une petite introduction. Cette notion de mutualisation, de coopération m'avait vraiment interpellée quand j'avais vu ce documentaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. C'est un documentaire Arte, L'évolution en marche, et qui a observé la façon dont les animaux se sont développés en société et où des modèles justement ont été créés et qui étaient complètement différents à ceux habituels. Et notamment le premier, c'est une série donc de documentaires, et le premier était sur une société qui s'est créée en Arabie Saoudite entre des chiens, des babouins et des chats. Et alors que les chiens habituellement mangeaient les babouins, là ils se sont mis ensemble et ils ont développé des méthodes de collaboration entre eux. Et ils ont même, certains chiens de cette société, protégé les babouins pour pas qu'ils se fassent manger par les autres chiens errants. Donc je trouvais que ça extrêmement intéressant, je vous invite à le regarder, ça questionne, puis le reportage est très très bien fait. Et puis on se dit, ma question c'était pourquoi à un moment donné il y a eu ce besoin-là au niveau de cette société. Et notamment c'était parce que l'environnement avait évolué et parce que les hommes leur donnaient à manger, il n'y avait plus une compétition à ce niveau-là pour aller chercher la nourriture. Mais par contre, ils se sont découverts qu'il y avait une bonne coopération possible et que les babouins et les chiens notamment pouvaient s'entraider après pour gérer la nourriture et puis pour fonctionner de façon plus efficace ensemble. Donc c'est l'environnement à ce moment-là qui a poussé cette société-là à se créer.
Et donc, finalement, c'est pour ça que je me suis posé la question, pourquoi maintenant est-ce qu'on parle de plus en plus de mutualisation ? C'est un sujet qui émerge petit à petit, qu'on voit de plus en plus abordé. Et notamment, c'est aussi parce que notre environnement est en train de changer. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est quelque chose qu'on a quand même un peu abordé depuis hier, mais on se retrouve dans un contexte, bien sûr, avec l'impact des nouvelles technologies qui ont transformé notre façon à la fois de consommer de la culture, mais aussi de produire, de distribuer de la culture. On a aussi l'organisation par projet qui s'est mis en place dans nos secteurs, dans le secteur culturel, qui est devenu la norme et qui pousse de plus en plus à devoir développer des relations, des interrelations entre les différents projets. Et puis, on se retrouve dans des situations d'interdépendance de plus en plus fréquentes. C'est-à-dire que une organisation se retrouve devant la situation de, pour innover, elle a besoin d'un certain nombre de personnes autour d'elle. Et donc, en fait, sa capacité d'innovation va vraiment dépendre de sa capacité à développer ses relations. Et donc, on a une tendance, je ne sais pas si vous avez été familier avec ce terme, coopétition, mais on se retrouve un peu des fois dans une situation paradoxale, c'est-à-dire que d'un côté, on a une compétition qui est accrue pour accéder justement au public, aux consommateurs, où on se retrouve dans des problématiques de comment est-ce que je vais me démarquer par rapport à mes compétiteurs pour que les gens viennent et s'intéressent à ce que je fais au niveau de mon organisation. Mais de l'autre, on a besoin de plus en plus des autres organisations, notamment par exemple pour répondre à des appels à projets, des choses un petit peu plus d'envergure. Donc généralement, on se retrouve devant des situations de compétition, plus on est proche sur tout ce qui est activité proche du consommateur, mais de coopération par contre, dès qu'on s'éloigne un petit peu des activités liées au consommateur. De l'autre côté, au niveau du contexte aussi, on se retrouve devant des financements publics qui parfois stagnent ou tout au moins n'augmentent pas en termes de nombre, en termes de montant, aussi vite que le nombre de structures culturelles. Ça, c'est sûrement pas quelque chose que je vous apprends. Donc, ça pose un certain nombre d'enjeux. Et puis, on a une petite taille des organisations, une très forte atomisation. Parmi les derniers chiffres que j'avais vus, c'était 24% des organisations, des travailleurs dans le secteur culturel sont en travailleurs autonomes. Ce qui est quand même assez important. Donc, on a vraiment une atomisation en termes de taille. Et puis, par contre, on se retrouve aussi face à des enjeux de professionnalisation. Il faut connaître son métier n'est plus suffisant. Il faut aussi avoir toutes les compétences en termes de gestion, en termes de marketing, toutes ces compétences-là. Donc, c'est pas forcément évident pour une petite organisation de réussir à accéder à l'ensemble de ces compétences-là. Et puis, on est aussi dans un changement d'état d'esprit. Donc, de plus en plus, on a un décloisonnement au niveau des secteurs, envie d'avoir des échanges de plus en plus entre le secteur lucratif, non lucratif, et puis une volonté d'avoir une façon de gérer en interne les organisations qui soient beaucoup plus participatives que ce qui était avant. Et puis, on a une volonté de renouvellement des modes d'organisation du travail. Et ça, c'est une tendance aussi qu'on voit beaucoup et qui est provoquée aussi beaucoup par les milléniums. Donc, ça fait partie des raisons expliquant le fait qu'on se retrouve face à cette volonté de mutualisation, de coopération. Là, je vais juste vous donner quelques exemples en fait de ce qu'on entend déjà par mutualisation. En gros, on peut identifier deux types de mutualisation. L'une, et on a voulu justement avoir les deux exemples autour de cette table ronde. L'une qui est quand deux ou plusieurs organisations culturelles, artistiques, qui vont se mettre ensemble et puis qui vont décider de mettre en commun des ressources, des moyens. Donc ça, c'est quand deux structures en tant que telles qui décident de coopérer. Et puis, on a une autre configuration aussi qui se développe énormément, c'est quand on a plutôt une organisation tiers qui va vouloir développer des services, des outils qui vont mettre à disposition du plus grand nombre. Donc là, pour le coup, c'est l'exemple de la machinerie que Rachel va pouvoir nous développer. Donc c'est un peu les deux grands modèles qu'on peut trouver. Et puis après, au niveau de collaboration, on peut avoir différents types de niveaux de collaboration. Ça peut être très léger, ça peut être juste le partage. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Donc dans ce cadre-là, on va dire, par exemple, une mise à disposition de matériel. J'ai du matériel dont tu as besoin. Si tu veux, je te le prête pour ton événement. Donc là, on est sur une collaboration qui est assez
qui peut être formel ou informel et qui va être relativement délimité dans le temps. La deuxième niveau, c'est la coopération. Là, pour le coup, on va dire, on va s'engager ensemble sur un projet, mais on est toujours sur quelque chose de délimité dans le temps, dans ce cadre-là. Et puis, la mutualisation, on est sur le troisième niveau, où là, c'est le niveau d'engagement le plus fort. C'est-à-dire que là, on s'approche du mariage. Hein. Les autres, on était plus sur du dating où on s'engage sur une durée déterminée. Là, on s'engage sur du long terme. Et on veut vraiment construire ensemble quelque chose. Donc là, forcément, ça implique un certain nombre de choses un peu plus poussées. Puis, sur que mutualiser, on va le voir, ça peut être des moyens humains, hein, des moyens matériels, ou bien entendu des moyens immatériels. Hein. Les moyens immatériels, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant, ne serait-ce qu'en termes d'information, en termes de formation. Hein. C'est quelque chose qui peut vraiment se penser et être très très utile. Donc, je voulais vraiment vous faire une petite intro le plus rapide possible pour qu'on soit tous au même niveau en termes de notions. Mais la question qui se pose derrière tout ça, c'est plutôt comment est-ce qu'on s'y prend ? À un moment donné, on a peut-être envie de se rapprocher d'une structure, mais comment ça marche ? Quelles sont les étapes qu'on peut envisager ? Et puis, comment est-ce que ça peut bien se passer pour réussir justement ce mariage ? Donc, on a demandé à Georges de s'occuper de cette partie-là. Vu son expertise, de nous parler un petit peu des différentes étapes sur la mutualisation. Comment est-ce qu'on s'y prend, Georges ? Bon, Géraldine a mis la table sur la mutualisation. On va essayer de poursuivre. Je me vois dans le cadre de ce panel-là comme une espèce de pont entre ce qu'elle a expliqué puis maintenant ce qui va nous amener progressivement vers la machinerie et l'imprimerie. Parler d'étapes, c'est sûr que, je veux dire, quand on parle de mutualisation, on fait référence à des groupes, à des nous, d'une certaine manière. C'est sûr qu'on vit ça dans le quotidien, dans nos vies, tout ça, mais il y a une différence entre former sa gang, tout ça, d'une manière informelle, et puis de travailler autrement, c'est-à-dire de créer des organisations puis les amener progressivement à travailler ensemble, qui demande, à mon avis, un processus beaucoup plus raisonné, tu sais, même ça n'enlève pas l'intuition, ça n'enlève pas c'est l'instinct, tout ça, mais je veux dire, ça appelle un processus de plus raisonné. Donc, dans mon expérience, je le dis avec des gros guillemets, comme Géraldine mentionnait tout à l'heure, j'ai été à la fois à l'intérieur de certains processus, j'ai été témoin de processus et puis actif au niveau de l'accompagnement, c'est-à-dire d'amener des gens à discuter, mettre les choses sur la table pour les amener progressivement à prendre les décisions. Tu sais, dans un processus d'accompagnement, on ne prend pas les décisions à la place des gens, on est là pour essorer les gens, faire sortir le bon et le méchant dans les discussions. Donc, ce que je présente ici, c'est, disons, des grandes étapes génériques, puis on va le voir un petit peu plus tard. Je veux dire, c'est présenté comme ça parce que ça apparaît linéaire au début, mais ça ne l'est vraiment pas. On tourne ce processus éminemment itératif. Alors donc, là, on commence avec l'impulsion. C'est là où il y a l'intuition. Je veux dire, le désir de pas vouloir être, pas vouloir faire seul d'une certaine manière, c'est un peu ça l'intuition. On voit des pairs, on voit des gens avec qui on travaille, on a envie de sortir de cette solitude-là d'une certaine manière. On a l'impression, c'est à la base de tout projet collaboratif, coopératif de mutualisation, c'est-à-dire on a l'impression qu'on pourrait faire mieux ou plus à plusieurs. Tu sais. Donc, cette impulsion-là qui amène le processus qu'on a tendance peut-être à escamoter parce qu'on veut être ensemble puis on se met tout de suite à penser à comment on va le faire. Tu sais. Est-ce que c'est la forme juridique, une coopérative, une OBNL, est-ce une fusion? C'est pas la question qu'on doit se poser au départ. Au départ, c'est la question de... Je ne vais pas y aller dans le détail. Les grandes étapes, pour le moment, on va y aller dans... C'est vraiment l'étape de réflexion qui va nous amener à poser un diagnostic sur notre état, sur notre manière de vouloir être ensemble. Ensuite, de modéliser un peu la manière qu'on voudrait être ensemble, de passer à des étapes de réalisation, puis ensuite de réévaluer le processus. Là, je passe rapidement. On va y aller de manière un petit peu plus détaillée, sinon je vais... du premier coup. Étape de réflexion. Normalement, s'il avait été meilleur en animation de diaporama, on n'aurait pas vu la partie de droite s'allumer, mais en tout cas, on va faire avec. Faites comme si l'œil droit, l'œil droit. Étape de réflexion, qui suis-je? C'est vraiment une étape importante.
Puis ça concerne, c'est vraiment de se passer soi-même notre organisation ou comme une radiographie. Puis ça passe par toutes les activités, mais je dis bien vraiment toutes les activités de notre groupe, de notre organisation, de notre organisme, que ce soit lucratif, non lucratif, c'est pas important. C'est vraiment au cœur de la chose, l'identité, la mission, les valeurs, comment on est, notre style même. Ensuite, des activités de recherche, de création, de développement. Ensuite, notre mode de production, comment est-ce qu'on fonctionne entre nous, diffusion, rayonnement, commercialisation, les ventes, si vous êtes dans la vente d'un service ou d'un produit. Ensuite, comment on fonctionne au niveau de la diffusion, le rayonnement, ça je le dis, la communication et l'administration, notre lieu, comment on habite les espaces qu'on occupe, puis toute autre caractéristique essentielle qui servent à nous définir. Bon, ça, je dis, c'est vraiment, là, vous pouvez enlever votre main sur l'œil droit, puis ensuite, c'est la question, c'est refaire le même exercice avec l'autre. C'est qui es-tu, toi? Ça peut être à 2, à 3, à 4, à 5 organisations. Mais l'idée, c'est de faire cet exercice-là vraiment d'abord sur soi-même, puis ensuite demander aux autres de le faire. Puis ensuite, l'étape suivante, c'est qu'une fois qu'on a fait pour chacune des parties impliquées, ben, c'est de faire une mise à plat. C'est une espèce de cartographie de où est-ce qu'on se rejoint, où est-ce qu'on converge, où est-ce qu'on diverge. C'est vraiment important parce que dans certains cas, là, c'est un exemple, identité, mission, valeur, est-ce qu'on se rejoint sur l'identité, sur nos valeurs? Peut-être pas. Est-ce que si on se rejoint pas là-dessus, est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est suffisant pour faire achoper un projet qu'on pourrait avoir ensemble? Mode de production, c'est important de le faire parce que ça peut nous amener, bon, d'une part, une fois qu'on a fait cet exercice-là, ça va nous amener ensuite à poser la question, le diagnostic, la réponse devrait être, est-ce qu'on est compatible? On n'a pas besoin nécessairement d'être compatible en tout et pour tout. Vous le voyez dans vos couples ou dans vos relations personnelles, mais c'est la même chose. Mais il s'agit d'en être conscient pour ensuite réussir, une fois qu'on sait où on se rejoint, où on ne se rejoint pas, puis même de faire preuve d'accepter l'asymétrie plutôt que la symétrie, c'est-à-dire qu'on peut choisir de bâtir un modèle de collaboration, de coopération ou de mutualisation qui, selon les activités, selon les différents axes d'intervention, on peut choisir de collaborer au niveau de la production, mais pas sur la création. On peut choisir de collaborer sur le plan administratif, choisir un lieu, des ressources humaines, des choses comme ça, mais pas nécessairement sur les autres activités. Donc, ça dépend vraiment du niveau d'engagement que chacun. C'est sûr que quand on parle d'asymétrie, ça signifie pas qu'il y a un engagement moindre des parties. Je pense que la caractéristique commune à tous les projets de coopération que j'ai vu réussir, c'est vraiment le désir préalable de vouloir travailler ensemble. Donc, la modélisation, une fois qu'on a une bonne idée de qui on est, puis vers qui on veut aller, ou vers qui on va, ben la question, c'est il y a l'espèce de jeu comme organisation, mais qui serons-nous ensemble? C'est vraiment là, on commence à construire une espèce de nous. Parce que ça soit, même si c'est pas une fusion d'organismes, ça reste quand même, il y a de la création de quelque chose de différent, donc c'est vraiment important de définir ce nous-là. Ça, c'est à travers les conversations, à travers le dialogue. Qui serons-nous ensemble? Ensuite, quelles seront nos zones d'intervention commune? En passant en passant à travers la grille, de se poser la question au niveau des activités de création, production, d'administration, tout ça, savoir à quel niveau est-ce qu'on va collaborer. Ensuite, la concevoir, cette collaboration, on va travailler ensemble là-dessus, mais pas là-dessus. Jusqu'à quel point? Est-ce que c'est une entente? Est-ce que c'est un contrat? Est-ce que ça fait partie d'un nouvel organisme qu'on va créer par rapport à ce type d'activité? Tout est possible. Ensuite, comment on va travailler ensemble? Le mode de collaboration, on vient de le mentionner. Ensuite, bon, on rentre vraiment, à partir de ce moment-là, à partir de ce nouveau nous, un exercice qui ressemble un peu à une espèce de planification stratégique. Où finalement on définit des objectifs, puis on des stratégies par rapport à chacun de ces axes-là, des grands objectifs.
Là, on rentre dans la phase de réalisation, ou du moins on se rapproche de la phase de réalisation, où on doit ensuite fixer, à partir de ces objectifs-là, ben, dessiner des actions puis des moyens de les atteindre. Un calendrier, c'est important, ça peut être, on va entendre dans les histoires tout à l'heure, c'est que la notion de temps peut être très différente dans ces processus-là. Des fois, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans avant d'en arriver à un projet, dépendant de où on part. Donc, s'entendre sur un calendrier, puis ensuite, dans un projet de groupe comme ça, quand j'anime des rencontres, c'est souvent la question, on dit « on devrait faire ça », mais là, « on » n'existe pas. Donc, il faut absolument déterminer des porteurs d'action, des porteurs de parties de projet pour que ça fonctionne, dresser des cibles, pour ensuite, quand on en arrive à la mise en œuvre, avoir des points de repère pour pouvoir faire l'évaluation. C'est tout ce qu'on a planifié dans ce premier passage-là. On doit être en mesure de le réévaluer. Donc, si on n'a pas de cible, si on n'a pas d'indicateur, ben on ne sera pas bien parti à ce niveau-là. Puis, une fois qu'on a fait cette évaluation-là, après un certain temps qu'on s'est fixé, ben ça va être une période d'ajustement. Je mentionnais tout à l'heure, on n'est vraiment pas dans une démarche linéaire au niveau du temps. Je veux dire, je le vois, bon, on peut l'imaginer circulaire à 2 dimensions ou à 3 dimensions, selon votre imagination. Mais pour moi, ça revient toujours à cette espèce de nous qu'on contribue à alimenter, à dessiner, à sculpter progressivement, à force de faire le tour, de toujours passer à travers ce processus-là de réflexion, de diagnostic, de modélisation, de redéfinir, ensuite de réaliser, évaluer, puis ensuite recommencer. Parce que dans l'histoire d'un organisme ou d'un projet, ben, il peut y avoir des nouveaux joueurs qui vont s'ajouter. Donc, ça implique de faire le même exercice avec les nouveaux joueurs. Sinon, quand on fait l'économie de cette étape-là, on risque peut-être de manquer un petit bout. Alors, voilà, pour le moment. Alors, c'est bien beau. On a vu la façon de voir idéale de mettre en place un projet de mutualisation. Mais concrètement, comment est-ce que ça se passe? Alors, ma première question pour vous, bah, déjà peut-être vous présenter. Où en est rendue votre organisation maintenant? À quoi ça ressemble la machinerie et l'imprimerie en 2018? On commence par moi. Allô? Oui, bonjour. L'imprimerie Centre d'artistes, en fait, c'est né de l'intégration de l'atelier Graphe, qui était un atelier en estampes fondé en 1966, donc vraiment un long historique, et du cabinet Espace de production photographique, qui était un jeune organisme en photographie. Donc, l'imprimerie comme telle a vu le jour en 2016 et c'est maintenant un espace de production qui est voué aux pratiques de l'imprimé et du photographique. Donc, concrètement, c'est un atelier de production qui rassemble des équipements spécialisés, des expertises à la fois en procédé d'impression analogique, donc sérigraphie, lithographie, eau forte, linogravure, typographie, tout récemment, ainsi que l'impression numérique. Donc voilà, on offre aussi, en fait, on est ouvert à tous les artistes et créateurs qui viennent de tous les milieux, donc artistes en art visuel, mais aussi illustrateurs, en fait, toutes sortes d'artistes et de créateurs de divers milieux. Notre objectif, c'est de créer des rencontres entre tous ces gens à travers les différents procédés qu'on offre. Puis on offre des programmes de résidence, des formations, de l'accompagnement, mais à la base, c'est un atelier où les artistes viennent travailler sur leur pratique. En gros, c'est pas mal ça. OK, super. Rachel, la machinerie. Allô? Oui. La machinerie, oui, je suis très contente d'être avec mes consoeurs de l'imprimerie parce que je crois qu'on a beaucoup de zones de convergence au niveau de notre modèle d'affaires, de nos approches dans ce qu'on fait. Alors, la machinerie, on a un organisme dédié aux arts de la scène. On offre en fait différentes formes de soutien, d'accompagnement pour les créateurs, autant dans la réalisation de leurs projets artistiques que dans leurs projets d'entreprise. Et notre façon de le faire, c'est pour ça que je suis invitée aujourd'hui, c'est vraiment par la mutualisation de ressources et le partage d'expertise.
Donc la machinerie, c'est avant tout une communauté de membres. Donc on a à peu près bientôt 200 membres actifs de la machinerie qui justement se rassemblent autour de ce projet commun pour échanger des services sur un principe de réciprocité. Certains arrivent avec des compétences, d'autres arrivent avec des besoins, puis on crée des ponts un peu entre ces différentes personnes. Donc notre vision à Machinerie, on croit vraiment qu'en fondant une communauté comme ça un peu auto-apprenante, on peut enrichir en fait le parcours de chacun. Autant du côté des artistes, bien sûr développer leur démarche artistique et pour les professionnels se développer aussi comme travailleurs culturels. Donc on a une offre de services assez variée. Je ne veux pas rentrer dans le détail maintenant. Nos bureaux sont situés aux immeubles Groover. On a déménagé tout récemment, Julien. Donc maintenant, on est dans le quartier Centre-Sud, mais on a été incubés les 2 premières années à la Vitrine. C'est pour ça qu'on était au 222 pour le début de notre existence. Et on a lancé nos services le 22 septembre 2016. Donc on est quand même très récent dans l'écosystème. Ça fait 2 ans qu'on est là. Donc maintenant, en 2018, ça ressemble à ce que vous venez de présenter, mais je suppose que les choses ont beaucoup évolué. Déjà, ma première question, c'est plus par rapport aux besoins. Comment est-ce que c'est né? Pour répondre à quel type de besoins? Au niveau de l'imprimerie, pourquoi vous avez eu envie de vous rapprocher et de créer ensemble cette nouvelle organisation? En fait, à la base, là, c'est qu'on est 2 organismes, puis je pense que de part et d'autre, le besoin, c'était de pérenniser nos centres, de pérenniser notre offre de services aux artistes. C'est ça à la base. Maintenant, nos situations d'organisme étaient bien différentes. Moi, je peux parler du point de vue de l'Atelier Graphe. Bon, je l'ai dit, c'est un organisme qui avait 50 ans, puis qui avait mis en branle depuis quelques années un projet d'immobilisation. Donc, avait déjà diagnostiqué le besoin de se renouveler, puis de préparer son avenir. Mais donc, au moment où on a commencé à penser au projet d'intégration, Graphe ne savait pas encore tout à fait où il s'en allait, mais on savait que le loyer allait augmenter et on savait qu'on allait devoir trouver très rapidement des façons d'augmenter nos revenus autonomes, de développer nos publics, développer nos services, etc. Donc c'est un peu ça, la base du projet. Puis on s'est mis à rechercher des organismes qui peut-être pourraient être complémentaires puis nous aider là-dedans, dont le cabinet. C'est ça. Puis, bonjour. Le cabinet, c'était un jeune organisme qui a ouvert en 2012. En fait, c'était déjà un projet de mutualisation autour de l'équipement et de mettre en commun entre des artistes des équipements spécialisés en photographie qui n'étaient pas disponibles à Montréal et qu'il fallait aller à Québec, entre autres, pour aller faire une pratique artistique en photo à l'extérieur des universités. C'est que ça a commencé, on était 4 artistes, on s'est mis ensemble, on a monté un plan d'affaires parce qu'on avait aussi déjà évalué que c'était un service qui était nécessaire puis qu'on aurait des membres puis des personnes d'autres qui viendraient l'utiliser. Et on avait quand même 150 membres au moment où on s'est jumelé avec l'Atelier Graphe. Toutefois, par rapport au plan d'affaires qu'on avait monté, on n'a jamais réussi, pas réussi, mais c'est-à-dire qu'on a ouvert avec à peu près 50% du budget qui avait été établi comme nécessaire pour ouvrir. On s'est fait encourager d'aller vers ça, de montrer ce qu'on était capable de faire pour pouvoir après aller chercher d'autres subventions. Notre modèle d'affaires, il était fait aussi sur le modèle traditionnel du centre d'artistes autogéré qui reçoit des subventions à la mission, chose qui est presque impossible d'accéder pour des nouveaux organismes. On s'est rendu compte de ça après 4 ans et demi, 5 ans. Alors, après 4 ans et demi environ d'activité, on était d'une précarité. On avait quand même, comme je vous dis, 150 membres, donc on avait quand même un bon revenu autonome, mais tout ce qui était au niveau de la gestion de l'organisation, c'était très difficile. Ça reposait sur le conseil d'administration qui n'était pas capable d'aller chercher du financement ou de faire son travail, qui faisait de la gestion quotidienne, de la vraie poutine. Et on est arrivé aussi à un épuisement des personnes impliquées. Donc, il fallait trouver des solutions, ce qui nous a amené, c'était soit carrément fermé ou trouver des solutions. Donc, de là est arrivé l'Atelier Graphe est venu nous voir et on a entrepris une discussion. Et puis, finalement, on s'est mariés.
Le coup de foot. Il y a eu quelques étapes entre les deux. Quelques étapes, là, entre, évidemment. Ok. Rachel, tu peux nous parler aussi du besoin. Comment est-ce que c'est né l'idée de la machinerie? Oui, alors moi, j'étais pas encore là. Je vais essayer de le retracer le plus possible. Georges, ici, cofondateur de la machinerie, pourra me compléter au besoin. C'est un rêve, en fait, c'est une idée qui a germé fin 2012, début 2013, par à peu près, il y a une douzaine d'artistes, travailleurs culturels qui sont impliqués dans cette idée-là, qui avaient en fait envie de se dire comment qu'on peut passer à l'action pour répondre à certaines problématiques actuelles, certains constats, parce que dans le milieu, on se plaint souvent, il manque beaucoup de choses, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc c'était vraiment, je pense, des gens qui avaient envie de créer quelque chose de nouveau. Il y avait notamment plusieurs discussions au CQT, le comité sur le Conseil québécois du théâtre, qui avait initié le comité de nouveaux modèles de gestion. Donc de réfléchir comment on peut avoir une organisation qui va avoir un nouveau modèle aussi dans l'accompagnement d'artistes, mais aussi qui peut inculquer aux artistes, aux créateurs, aux différents intervenants du secteur des arts de la scène, comment penser différemment leur modèle d'affaires. Donc c'est vraiment un projet qui a été initié par le milieu, pour le milieu, avec beaucoup d'étapes de concertation. C'est pour ça qu'en 2012 et 2016, le lancement, il y a eu effectivement une réflexion qui a été quand même très poussée par les cofondateurs, que moi j'incarne comme directrice générale, j'incarne cette vision-là qui a été développée auparavant, en apportant ma petite couleur, bien évidemment. Les constats, vous les connaissez, c'est un petit peu, ça reprend certains éléments que Géraldine présentait tantôt. Moi, je parlerai un petit peu de sous-financement chronique, c'est-à-dire c'est de plus en plus difficile d'accéder à des financements stables, à la mission, à une programmation spécifique ou de ce qu'on appelait avant de fonctionnement. Aussi, le modèle des compagnies, avec des modèles de compagnie pour les artistes avec des ressources humaines permanentes, c'est un modèle qui est en voie de disparition, ou en tout cas, ça prend beaucoup de temps pour arriver à cette étape-là où effectivement un artiste peut rémunérer une équipe permanente pour l'entourer, pour prendre en charge tous les aspects entrepreneuriaux de son développement artistique. Aussi, l'autre constat, c'est le manque d'accès aux compétences des gestionnaires, c'est-à-dire que avec la mutation des pratiques artistiques et organisationnelles, nos métiers se complexifient beaucoup, autant pour les artistes que pour les travailleurs culturels. Donc, on a besoin d'une hyper spécialisation. Donc, même si, admettons, un artiste adorait l'argent pour rémunérer une personne sur toute une année, cette personne-là, ça sera difficile qu'elle ait toutes les compétences dont il y aurait besoin. Donc, c'est vraiment tous ces constats-là, un petit peu, aussi les modes de diffusion qui évoluent, le numérique aussi qui change beaucoup notre manière de travailler, notre manière de gérer nos projets. Donc, c'est un peu à partir de tout ça que les cofondateurs se sont dit, on devrait créer un organisme tiers, justement, qui va mutualiser des ressources, partager des expertises pour qu'à chaque problème, on trouve une solution. C'est-à-dire qu'un besoin qui soit manifesté, qui soit complètement farfelu d'un artiste ou de quelqu'un dans le milieu, qu'on soit capable à travers la machinerie de justement rendre accessible cette ressource-là. Est-ce que j'oublie des choses, Georges, qui seraient intéressantes? Bon, tu ne veux pas te mêler de ça. OK. Geneviève, j'avais une question sur toute cette phase en amont, avant de rencontrer la bonne organisation. Est-ce que vous aviez rencontré beaucoup de structures? Comment ça s'était passé en amont? En réalité, non. Parce qu'on est quand même un petit milieu, le milieu de l'art actuel, puis on se connaît entre nous. Puis on avait vraiment ciblé le cabinet. On avait aussi ciblé d'autres organismes, mais plus du côté diffusion en art imprimé. Peut-être 2 autres organismes. Au tout début de la démarche, de la réflexion, on avait fait une rencontre avec cabinet et 2 autres organismes, mais c'est vraiment tout. Okay. En fait, il faut savoir que cabinet et graphe, c'est une union assez naturelle parce qu'on partageait déjà des expertises, donc en impression numérique. C'est juste que l'atelier graphe le faisait, disons, du point de vue art imprimé. Et le cabinet le faisait, mais en photographie. Donc, c'est quand même 2 univers qui sont parents, mais qui ont leurs différences. Puis, on se disait, mais on fait sensiblement la même chose. C'est juste qu'on ne réussit pas à rejoindre exactement les mêmes publics. Alors, c'est vraiment naturel de se mettre ensemble, de
rassembler nos expertises, les bonifier pour que l'un apprenne de l'autre, puis être capable de rassembler tous ces membres, tous ces artistes qui viennent chez l'un et chez l'autre, puis d'en trouver encore beaucoup plus. Donc, c'est ça. Donc, ça s'est fait vraiment naturellement. Si je peux ajouter aussi, outre de mettre l'accent toujours sur l'équipement, oui, ça part de là, mais il y avait aussi une vision commune de vouloir dédisciplinariser un peu les pratiques. Les artistes aujourd'hui, ils ne vont plus nécessairement se dire je suis graveur, ou il y en a qui vont faire de l'estampe, après ça, ils vont faire de la performance, ils vont butiner, et puis la même chose en photographie. Donc, c'était aussi d'avoir un centre où est-ce qu'il faut avoir des dialogues entre les disciplines, les dédisciplinariser, avoir des échanges, l'hybridation, voir qu'est-ce qui peut émerger au-delà du cloisonnement disciplinaire. Être plus cohérent aussi sur les besoins des artistes et de vos publics, au final. Si on parle justement des étapes, on a vu qu'il y avait plusieurs types de collaboration. Vous, est-ce que vous avez commencé par, on va dire, une étape légère, de faire des choses ensemble? Comment ça s'est passé concrètement? Ou est-ce que vous êtes directement engagé? Non, d'abord, on s'est fait proposer d'être colocataire, en quelque sorte. Parce que c'était pas toute l'équipe de chez Graff, le CA à ce moment-là. Après, il a changé. Mais c'était plus frileux, disons, la première approche. Ce qu'au cabinet, on avait étudié puis qu'on a refusé. On s'est dit non, ça n'a pas de sens d'aller dans un même édifice et d'avoir 2 services d'impression côte à côte. Par exemple, juste pour prendre ce service-là. Et aussi, sinon, Graff qui devait augmenter ses revenus autonomes, il ne pouvait pas laisser tomber ce revenu-là. Et là, s'il le laissait tomber, mais il venait juste chercher un loyer, quelque part, du cabinet. Donc, ça a été mis de côté. Puis, c'est plusieurs mois plus tard, un bon 6 mois plus tard, qu'on s'est reparlé en disant il faut que ça aille plus loin ou si on veut faire quelque chose. Ok, donc il y a eu un peu une première étape de collaboration où vous avez testé un petit peu le mode de fonctionnement et après vous avez dit... Pas tout à fait. C'est pas qu'on a testé le mode de fonctionnement, c'est qu'on s'est juste parlé. Ouais. Au début, on a amorcé la réflexion ensemble, de loin, on s'est rencontrés, on s'est éloignés, puis à un moment donné, on s'est re-rencontrés juste par nous-mêmes, puis on a vu que là, ça peut fonctionner. Puis à partir de ce moment-là, on a décidé que oui, ça pouvait être sérieux comme projet. On est allé chercher un coach qui nous a accompagnés, mais ça a été vraiment extrêmement rapide comme démarche. Donc, on a eu le premier coaching, je pense que c'était un 2-3 jours, puis à l'issue de ces 2-3 journées-là, c'était clair qu'on allait faire une intégration complète et qu'on allait changer de nom, et c'est ça. Donc, c'est... Sans savoir exactement comment juridiquement ou concrètement ça se produirait. Là, une fois qu'on a dit oui, ça s'est fait en 8 mois. Ce qui a même fait peur au coach. Il trouvait qu'on allait beaucoup trop vite. Lui, il avait fait un projet d'intégration à Saguenay, ce qui est devenu le Centre Bang. Ça s'est fait sur des années. En fait, je pense que ça a pris un 4-5 ans. Alors, nous, 8 mois, ça y faisait peur. Mais il y avait une urgence, en fait, vraiment là, liée aux situations des 2 organismes et avec le déménagement. Ouais. C'est qu'on a fait tout, dans le fond, un peu ce que Georges montrait, là, des diagnostics organisationnels, le fameux force, faiblesse, opportunité, menace qu'on remet constamment à jour. On est toujours dans ça. En fait. Vous êtes des élèves assidus sur les modèles. Rachel, tu peux peut-être nous parler aussi des différentes étapes. Comment ça s'est monté, la machinerie? Oui, je pense que pour les cofondateurs, il y avait une volonté de vraiment prendre le temps de bien structurer les choses. Donc, c'est ça a été un processus de 4 ans. La première étape, après 2 ans quand même de réflexion, souper, on discute, on jase, on lance des idées, il y a eu 2 étapes clés qui ont été vraiment faites en parallèle. Faire une étude de marché, parce qu'effectivement, oui, on a des intuitions, on connaît bien le milieu, on a une expérience terrain, une expertise terrain, mais on veut en savoir plus sur les artistes, leurs besoins, quels services ils aimeraient avoir, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça, s'ils sont prêts, combien ils sont prêts à payer pour ça. C'était important d'aller prendre le temps de vérifier ça, puis aussi de faire des études de cas, donc prendre des modèles ici au Québec ou au Canada et à l'international pour voir un peu, OK, comment ça fonctionne, c'est quoi les points forts, les points faibles, pour vraiment
déconstruire un peu ce qu'on connaît, en fait, au niveau des organismes de services, des modes d'accompagnement, pour reconstruire un petit peu quelque chose qui allait nous ressembler, qui allait être, en fait, la machinerie. En parallèle, rédaction d'un plan d'affaires, bien évidemment. Cette démarche-là a été soutenue par les conseils des arts en mode exploratoire, pilote, essayez, c'est important, on va vous soutenir là-dessus. Et ensuite, en 2016, les cofondateurs m'ont engagé avec un autre chargé de projet, avec Pablo Matos, avec pour mandat de vraiment développer, modéliser en fait au niveau des services, puis au niveau de toute notre communication, notre nom, comment qu'on se présente. Donc ça a été un travail quand même assez fastidieux pendant 6 mois avant d'ouvrir les services, donc le 22 septembre 2016. Aussi, pendant cette période-là, la clé, en fait, des 2 premières années de réflexion, c'était vraiment de dire, mais plutôt que d'avoir une équipe, plutôt d'essayer de pérenniser une équipe hyper spécialisée en interne, puis de la pérenniser dans le temps, mais travaillons plutôt à bâtir une équipe assez généraliste, qui a une bonne compréhension, vulgarisation des besoins des artistes, mais travaillons avec une banque de ressources spécialisées qui sont des gens du milieu, qui ont déjà une pratique comme gestionnaire culturel, travailleurs autonomes et qui sont toujours intéressés ou curieux de développer les approches ou les artistes qu'ils accompagnent. Donc, pendant le premier 6 mois, ça a été vraiment de constituer une première banque de ressources. Fait que si mon souvenir est bon, je pense qu'au lancement, on avait à peu près 35 ressources qui étaient des personnes qui étaient prêtes à prendre des mandats auprès des artistes de la machinerie pour les soutenir et les accompagner. Fait que ça a été aussi un élément assez clé. Pour vous donner une idée, maintenant, 20 mois plus tard, on a à peu près 85 ressources à la machinerie. Donc, on est capable, avec ça, de couvrir des expertises très multiples, en fait, puis des niveaux aussi de carrière et d'expérience très variés. Voilà pour les grandes étapes de mise en œuvre. Oui. Peut-être une petite question, parce que pour vous, votre modèle est vraiment... l'objectif, c'est de répondre aux besoins des artistes. C'est vraiment ça, et puis essayer de trouver des solutions innovantes pour ces besoins-là. Comment vous êtes assuré d'avoir... de correspondre à ces besoins? Comment est-ce que vous avez réussi à vous adapter au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes dit, tiens, on pensait que ce serait bon, puis finalement non, ou à l'inverse? Alors, parce que si j'entre là-dedans, ça peut être long. J'essaie de voir. En fait, je pourrais vous faire le parcours de comment on a pensé chacun des services. En ce moment, on a 5 services, puis chaque service vraiment cohabite, puis se complète beaucoup. Puis il y a des services que les cofondateurs n'avaient pas envisagés, qui justement répondent un peu à ce que tu dis, qui sont des moyens de justement assurer une veille auprès de la communauté pour être sûr qu'on est toujours dans le sur-mesure, c'est-à-dire que, mais ça je vais en parler un peu tantôt, un peu plus, là, mais s'assurer que ce qu'on offre répond toujours bien aux besoins, s'assurer qu'une autre demande pourrait être comblée différemment, être toujours capable de se réinventer pour pas que l'offre de service soit vraiment figée dans quelque chose de solide. Là, on a 2 ans, un peu moins de 2 ans d'expérience. On commence la période de bilan. Je pense qu'on est encore vraiment dans la phase de consolidation. Mais pour l'instant, on se fie beaucoup aux commentaires spontanés que les retours que les artistes qui viennent nous voir nous donnent. Vous êtes à l'écoute. Ben oui. Peut-être dernière question avant de passer aux questions du public. Moi, bien sûr, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu vos retours d'expérience. C'est-à-dire, c'est quoi qui a été difficile pour vous? Quels ont été vos apprentissages pour, si des gens justement veulent s'engager dans le même type de démarche, qu'est-ce que vous pourriez leur partager? Je dirais que dans notre cas, le fait qu'on ait fait ça très, très rapidement, ça venait un peu d'une obligation parce que je l'ai dit, Graph était déjà dans un projet de déménagement. Fait que c'est devenu un double projet. Fait que oui, on l'a fait rapidement parce qu'on ne voulait pas rester fermé trop longtemps. Mais on s'est donné un immense défi, de rouvrir, mais dans une nouvelle identité. Donc, on est déménagé, juste pour vous donner un aperçu, on est déménagé le 18 mai 2016. Nos locaux n'étaient pas prêts. Donc, en novembre, finalement, nos locaux étaient prêts. On a redéménagé. Le cabinet a déménagé avec nous. Puis, on a ouvert le service d'impression numérique en janvier, donc 2017. Fait que toute
y a plein d'étapes d'exploration. On va tester ci, tester ça, on implante une nouvelle structure organisationnelle, on a besoin de plus d'employés. Il y a plein de constats qu'on a faits, mais en même temps que de fonctionner. Et d'installer l'atelier. Et d'installer l'atelier. Le service d'impression numérique, oui, a ouvert en janvier parce qu'il y avait une nécessité de tout de suite ramener des revenus. Et puis, c'est un peu ce qui rapporte le plus directement, disons. Là. Mais par contre, tout ce qui est l'atelier analogique, les presses pour faire de l'estampe, on parle d'1 an plus tard que c'est devenu fonctionnel. C'est presque en mars 2018. Alors, on était autant dans une installation physique et d'aménagement qu'une installation aussi de comment rejoindre 2 cultures de travail qui étaient différentes. Les 2 personnes qui venaient davantage du cabinet, c'est une culture un peu plus entrepreneuriale, qui est habituée et doit être efficace. Toutes ces actions doivent être comme comptées au niveau financier à quelque part, et avec une culture qui était un peu plus relaxe, plus près du fonctionnaire, si je pourrais dire. Et il y a quand même eu il y a encore une adaptation qui doit se faire là. Et en même temps que ça, on essayait, en plus de cet aménagement-là, de faire aussi la fusion, des marchés des nouveaux services. On implantait une gestion transversale. Donc, on faisait beaucoup de défis en même temps. Oui. Et on est encore dans cette organisation, en fait. Oui, puis un défi pour nous, comme GRAF était subventionné au fonctionnement depuis très longtemps, le défi, c'était aussi de conserver ces sources de financement public-là. Donc, on les a conservées, on a été légèrement augmentés, mais on est sous observation. On est sous observation, évidemment. Et on a une obligation de résultat. Plutôt que d'être subventionné pour 4 ans, on l'a été pour 2 ans. Fait que là, 2 ans, ça s'en vient cet hiver. Puis il faut montrer que oui, on a fait une bonne chose en s'intégrant. Mais l'impact de cette intégration, elle est que positive, malgré ce qu'on vous raconte. Là, aujourd'hui, on a 240 membres. Je pense que la réponse est complètement là. Les revenus autonomes ont été augmentés. Même pour l'année que ça n'a pas été ouvert toute l'année avec l'atelier analogique, on a réussi non seulement à faire le même revenu, le chiffre d'affaires en revenu autonome que les 2 organismes combinés, mais un peu plus même. Donc, la réponse des membres du public est tellement bonne que le projet est complètement pertinent. Donc, notamment, un des impacts que vous voyez positifs, c'est pour vos membres, hein, c'est ça? Oui. Oui, puis c'est-à-dire aussi qu'en faisant ce projet-là de l'imprimerie, on a fait un gros changement par rapport aussi au centre d'artistes traditionnels autogérés, c'est-à-dire de s'ouvrir à des non-professionnels et de se positionner, c'est-à-dire on est capable d'accompagner des créateurs dans leur professionnalisation. Il n'y a pas de raison pour laquelle ils ne peuvent pas commencer à quelque part à l'extérieur d'une université. Alors, on a beaucoup développé, on est en train de développer beaucoup les offres de formation. On veut en donner au grand public même. Ce qui n'était pas le cas avant dans les centres. Ça a permis de rejoindre d'autres communautés, par exemple des designers, des illustrateurs, de s'élargir. Puis, ça va avec le décloisonnement disciplinaire dont on parlait un peu plus tôt aussi. Oui, puis du point de vue GRAF, je le répète, qui avait 50 ans, le fait de se joindre à un organisme qui était vraiment beaucoup plus jeune, avec, en fait, c'était 4 filles qui avaient fondé le cabinet, super dynamique, avec un esprit beaucoup plus entrepreneurial, ça a vraiment donné un nouveau souffle à l'atelier, qui n'aurait pas pu avoir cette évolution-là sans ça. Donc, ça nous a permis de mettre sur pied des projets vraiment plus stimulants plutôt que de se cantonner dans des programmes déjà bien établis. Donc, oui. Ça a un impact super positif. C'était une forme de renouvellement et de nouvelle jeunesse. Oui. Parce qu'en fait, c'est un organisme en restructuration. C'est ça dans les faits, que c'est GRAF en restructuration. Rachel, comment ça s'est passé pour vous? Et puis, alors, c'est encore récent, mais quel est un peu l'apprentissage que vous avez fait à travers la mise en place de la machinerie? Et puis, quel est l'impact, et peut-être l'impact par rapport au milieu que vous pouvez déjà identifier? L'impact par rapport au milieu, c'est sûr, là on a décompté, par exemple, on a donné plus de 2500 heures de service à la communauté. Je pense qu'on peut être fiers. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on a encore beaucoup de défis, d'enjeux. Là, on est une équipe de 5 personnes.
un de nos enjeux, c'est de maintenir notre communauté active, c'est-à-dire il y a des gens qui sont venus nous voir au tout début, on n'était pas du tout rendu là à notre niveau de structuration, fait que les maintenir dans la communauté, aussi développer, donc être capable d'accroître notre capacité d'accueil, de réponse, d'accompagnement aux artistes, aussi de passer toujours du mode pilote au mode service, parce que mon CA me pousse souvent à partir, à plonger dans le vide avec des projets pilotes, puis à partir de l'expérience, on y va un peu en structure, puis on approfondit. Fait que ça, c'est des processus quand même qui sont laborieux. Donc, d'être capable de naviguer un peu là-dedans, puis aussi de faire naviguer les autres autour de nous dans ce processus-là itératif, en fait, de création de services. Puis ensuite, préserver un peu le côté frais, le côté nouveauté, c'est ça que je vois aussi beaucoup. La machinerie, ça fait 2 ans. Je pense qu'on a un très bon rayonnement. Après, de maintenir cette curiosité-là, parce que je pense que tout être humain est toujours porté à la nouveauté. Donc ça va être un de nos défis à venir. Et puis, quelque chose que je peux remarquer aussi au niveau de l'écosystème, bon, parce que je vous l'ai dit, on a fait tout cet exercice d'études de marché, tout ça. En 2012, quand le projet s'est tramé, il y avait une énorme place dans l'écosystème pour l'initiative de la machinerie. Puis, nous, on travaille beaucoup en données ouvertes, en mode données ouvertes. Pas de cachette, pas de secret. On est très... on mutualise tout, nous-mêmes, notre modèle d'affaires. Donc, je dis ça un peu à la blague, mais ce que je veux dire, c'est que on voit que ça a créé beaucoup d'initiatives ou des structures qui ont un petit peu... qui sont inspirés d'une manière ou d'une autre, direct ou indirect, pour aller réviser un peu leur manière de faire. Puis ça, je pense que on a de quoi aussi en être fiers, de voir aussi comment ça a pu peut-être faire un petit peu avancer la réflexion au niveau de l'écosystème là, montréalais. Ouais, servir d'inspiration. Ben, peut-être. C'est important pour nous de vous laisser donc un temps de parole, comme je vous avais dit. Peut-être que vous avez des questions. Une première question juste là. Bonjour. En fait, on a beaucoup parlé des transformations que la mutualisation a apportées, particulièrement au niveau opérationnel, au niveau du développement, peut-être au niveau des services, tout ça. Mais j'ai quand même toujours une question en tête qui reste, qui est au niveau de la gouvernance. Comment ça s'est passé avec les CA, tout ça? Comme j'imagine que chaque organisme avait son propre CA déjà de base. Comment il est arrivé à un consensus? Comment s'est fait le mix? Comment s'est fait la rupture? J'aurais aimé ça vous entendre un peu plus là-dessus. Oui, bien, GRAF, dans sa structure, avait déjà un CA avec 9 postes d'administrateurs et dont 2 étaient vacants, je crois. C'est un gros CA, mais on s'est dit que pour les premières, tout en sachant qu'il faudrait réduire probablement, on s'est dit on va garder cette structure-là, puis on va sonder qui sont les membres des CA actuels qui veulent continuer, en essayant de s'assurer qu'on a une représentation des 2 centres, à peu près à part égale. Puis, dans ce même esprit-là, on s'est dit aussi, on ne va pas faire une présidence et un vice-président, on va faire des coprésidents. Alors, il va y avoir chacun d'un organisme. De la même manière que... mais c'est venu plus tard au niveau de la direction, en fait, là, mais ça a d'abord commencé au CA, on va faire de la coprésidence. Alors, il y a eu un de chaque CA. Ça a donné naturellement qu'on a comblé tous nos sièges. Je pense que c'était à peu près égal, peut-être 5 de cabinet, 4 de graphe, quelque chose comme ça. En fait, où il y avait un siège vacant, on a essayé d'intégrer une personne qui venait complètement de l'extérieur. Et ça n'a absolument pas fonctionné. C'est vraiment pas. Ce n'était pas le moment. On était trop dans le changement, dans le transfert. Cette personne-là n'avait pas suivi le développement. Donc, finalement, mais elle voulait rester dans l'organisme. On lui a proposé d'être sur le comité de programmation, en fait, tout en sachant que c'est pas le moment d'intégrer des nouvelles personnes. En septembre 2017, on a eu 2 nouvelles personnes, par contre, qui se sont joints au CA parce qu'il y a des personnes qui avaient quitté. Donc là, ça se passe très bien, mais on était déjà comme déménagés. Toutes les questions juridiques étaient pas mal terminées. Toute la poutine vraiment de comment tu fermes un organisme, comment tu changes un nom. Bon, tout ça, là, c'était terminé. Mais ça s'est fait quand même naturellement, en fait.
Mais la coprésidence, je pense que ça a été et ça, on l'a gardé. Et puis même, on est des co-directrices aujourd'hui. Parce qu'au début, moi, j'étais pas là, j'étais trésorière sur le CA. Puis c'est après avoir fait un nouveau diagnostic structurel qu'on s'est rendu compte qu'il manquait de l'expertise au niveau des ressources humaines directement, que là, je suis passée de trésorière à co-direction, en fait. Ça répond à votre question? Il me semble qu'on avait une autre question qui... Est-ce que certains d'entre vous sont dans une démarche de mutualisation? Pas encore? Oui? Ok. Est-ce que vous êtes reconnu dans les étapes ou dans le partage d'expérience qui a été fait? Oui, mais dans le fond, nous, on s'appelle La Scène, on est des ateliers d'artistes, donc on regroupe dans le même lieu des artistes en multidisciplinarité avec une salle de répétition, une galerie d'art. Oui et non. Donc, nous, comme on a 10 ans, on a suivi une certaine courbe, puis on est rendu peut-être un petit peu plus avancé dans la courbe de développement. Mais c'est intéressant, surtout par rapport au conseil d'administration. À la base, quand les fondateurs créent quelque chose, ils sont des porteurs de leur bébé. Puis quand l'organisation grandit, ben il y a comme un dispatch des ressources, si on veut, qui se passe d'une autre façon. Mais je pense que la clé, en tout cas pour nous, c'est vraiment l'implication des membres de nos artistes dans notre lieu qui font que c'est vivant ou non. Et c'est jamais constant, il y a toujours des fluctuations. Je trouve que c'est une question qu'on peut se poser justement parce que la mutualisation, ça implique plein de questions au niveau identitaire aussi. Donc c'est vrai qu'on l'a abordé, mais quand même assez rapidement, parce que c'est vrai que ça fait partie des gros enjeux. Il y en a beaucoup sur cette notion de mutualisation, et notamment avec la question des membres. Comment est-ce que tes membres continuent à adhérer à ton projet? Ça peut être un défi. Tu peux dire, est-ce que je ne vais pas les perdre, justement? Enfin, c'est tous les enjeux de transformation organisationnelle aussi. Donc, est-ce que vous avez eu ce type de défi-là sur comment est-ce qu'on continue à faire adhérer les membres à l'identité? Je vous dirais c'est un défi constant parce qu'en fait, comme nous, les membres artistes sur les lieux paient un loyer, donc ils sont locataires. C'est tout le défi pour pas qu'on soit dans une posture locataire versus propriétaire parce que la fondation de l'espace, c'était pas ça l'objectif du départ. Donc, l'objectif, c'était le partage de ressources. Nous, c'était plus le partage de ressources physiques. Donc, les entrepôts, les bureaux, les ateliers, la salle de répète, tous dans le même lieu. Alors, c'est de garder cette espèce de sentiment-là. Tu sais, comme ça fait 10 ans, il faut raviver ce sentiment de « Hey, on a parti ça pour une raison, c'est pour être ensemble. » Tu sais, nous, on a une petite cloche à côté de la porte d'entrée, puis quand quelqu'un a faim, il va sonner la cloche pour que les gens sortent du bureau pour qu'on mange ensemble. Fait que c'est toute cette espèce de sentiment de communauté qu'on essaie de créer et d'éviter la posture locataire, propriétaire. Donc, c'est un équilibre fragile, je dirais. Au niveau de l'imprimerie, apparemment, ça a été plutôt positif au niveau des membres, mais est-ce que c'était une peur que vous aviez? Comment est-ce que vous l'avez géré, ça? Oui, c'est sûr que c'était une peur. Oui, parce que, il y a vraiment une grande question d'attachement des membres à l'identité. Bon, surtout dans le cas de Graphe, ça remontait à loin. Puis il y avait un attachement, ne serait-ce qu'au nom Graphe, qui par ailleurs pouvait porter à confusion parce qu'il y a 2 Graphes. Il y a la galerie et l'atelier. Mais c'est sûr qu'il y avait un attachement qui remontait à l'époque de Pierre Ayotte. Puis nous, on a jonglé avec l'idée de changer de nom ou pas, mais très peu. Mais quand même, ça a été très transparent comme processus. Oui. Les membres des 2 organisations ont été consultés lors d'assemblées extraordinaires, lors de rencontres. Puis, je pense qu'il a aussi fonctionné, c'est comme le CA, en tout cas ceux qui menaient le projet, ont été capables de démontrer que c'était aussi un retour aux sources de quand Graphe a été fondé, une espèce d'esprit d'avant-garde et de se bouger puis de se mettre ensemble pour s'enlever d'une forme de stagnation, si je veux, on peut dire.
Puis, on s'est rendu compte aussi que la plupart des échos négatifs, et je parle bien d'échos parce qu'on ne l'a jamais vécu directement, c'était tout le temps des oui-dire, telle personne aurait dit que, et c'était beaucoup la peur du changement de nom, mais ces personnes-là ils n'étaient plus travailler, ils n'étaient plus membres, ils n'étaient déjà plus là. Alors, c'était très lié à une nostalgie. Au niveau des membres qui étaient vraiment là, oui, il y en avait qui étaient plus rébarbatifs, dont un en particulier qui nous l'a dit. Et puis, ben, finalement, cette personne, elle est là toutes les semaines. Alors, finalement, elle a adhéré. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, réactions, questionnements? Est-ce que vous sentez avoir quelques outils pour vous engager dans une démarche de mutualisation si demain vous voulez vous lancer? Bon, bah, c'est qu'on a été très clair et que tout s'est bien passé. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Un conseil, un dernier conseil ou une suggestion? Moi, je dis allez-y, plongez dans le vide. Il y a toujours quelque chose de beau qui va ressortir de ça. Ça ressemble à ça. Je l'ai dit, il ne faut pas avoir peur, en fait. Il ne faut pas avoir peur de re-questionner les modèles d'affaires et de penser autrement. Parce que les financements puis les modes de fonctionnement, que ce soit de votre côté, ça change, ça l'a changé. Puis peut-être qu'il y a un petit décalage entre des projets qui sont en train de se construire, de bâtir des plans d'affaires et que c'est ça. De regarder aussi des modèles, qu'est-ce qui se fait ailleurs et pas juste au Québec. Super. Peut-être juste un truc, c'est n'ayez pas peur du fait d'être unique, parce que c'est vraiment, il n'y a pas de modèle générique. C'est un modèle qui va vous ressembler. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Là. Pas avoir peur de ça. Bon, bah, c'était un beau dernier mot de la fin. Je suis contente d'avoir posé la question. Si vous voulez accéder au PowerPoint, aussi on a créé une petite synthèse sur les enjeux de la mutualisation. On peut vous l'envoyer, il suffit de venir nous laisser vos contacts et puis on vous les enverra avec plaisir. Il y a un peu les différents points et puis quelques ressources pour aller plus loin sur cette thématique-là. Bonne fin d'après-midi, bonne chromatique.